La neige tombait drue ce matin de décembre quand Vince Raymond réalisa pour la première fois que son mariage était bâti sur du sable mouvant. Il se tenait dans la cuisine de la petite maison qu'il avait achetée 3 ans plus tôt, observant sa femme, Diana, faire défiler l'écran de son téléphone avec cette expression familière et distante. Leur fils, Jacob, à peine âgé de 5 ans, était assis à la table et dessinait des bonshommes bâtons avec des crayons de couleur. « Ta mère a appelé de nouveau », dit Vince en versant du café. « Elle veut qu'on soit là demain à midi pour le réveillon de Noël. » Diana ne leva pas les yeux. « On y sera. » Jake se remet à peine de son rhume. « Peut-être qu'on devrait. »« On y sera. » Vince. Son ton ne laissait aucune place à la discussion. Vince avait rencontré Diana Parks 7 ans plus tôt dans un collège communautaire où il terminait son diplôme d'ingénieur tout en travaillant de nuit dans une usine de fabrication. Elle était belle, sûre d'elle, et venait de ce qu'elle appelait une vraie famille, quelque chose que Vince, élevé par un père célibataire décédé quand il avait 19 ans, n'avait jamais vraiment connu. Sa mère, Béatrice, dirigeait le foyer des Parks comme un général. Son père, Harold, acquiesçait à tout ce que Béatrice décidait et ses frères et sœurs, Kim et Chester, gravitaient autour de l'approbation de leur mère comme des planètes autour d'une étoile mourante. Les signes avant-coureurs étaient là, la façon dont Diana répétait les opinions de sa mère, la façon dont elle annulait des plans avec Vince quand Béatrice appelait, la façon dont elle ne le défendait jamais vraiment quand sa famille se moquait de ses origines ouvrières, mais Vince avait voulu croire en la famille qu'il n'avait jamais eue. Il avait voulu donner à Jacob ce qui lui avait manqué dans son enfance. Ça avait été son erreur. Le trajet jusqu'à la maison familiale des Parks à Millbrook dura 4 heures, sous une météo qui empirait. Cette année-là, Vince avait conçu un nouveau type de valve industrielle pour lequel son employeur déposait des brevets, quelque chose qui pourrait changer l'avenir financier de sa famille. Il voulait annoncer la nouvelle à Noël, peut-être enfin gagner un peu de respect de la part de la famille Parks. Jacob babillait à l'arrière sur le Père Noël pendant que Diana envoyait des messages à sa sœur. Millbrook était l'une de ces petites villes agonisantes qui refusaient de l'admettre. La famille Parks vivait dans la plus grande maison de Maple Street, une victorienne que Béatrice entretenait comme un monument à l'époque où les Parks possédaient l'usine de meubles maintenant fermée. Béatrice Parks régnait sur les cercles sociaux de Millbrook de la même manière qu'elle régnait sur sa famille. D'une main de fer, enveloppée de passivité-agressivité et de charme sudiste. « Vous êtes en retard », annonça Béatrice à leur arrivée, sans même saluer Jacob en premier. C'était une grande femme qui se tenait comme une royale mineure, ses cheveux argentés, toujours parfaitement coiffés, ses vêtements toujours juste assez chers pour être remarqués. La circulation était mauvaise avec la météo, dit Vince en aidant Jacob à enlever son manteau. Les excuses ont toujours été ta spécialité. Béatrice sourit comme un couteau. Entrez, entrez. Chester et Kim sont déjà là avec leur famille. La maison sentait le pain et la cannelle, décorée jusqu'au moindre détail. Chester Parks, le frère aîné de Diana, travaillait à la banque que possédait son beau-père, un emploi obtenu par mariage plutôt que par mérite. Il les salua d'une poignée de main ferme qui ressemblait à un défi. Sa femme, Gabriella, remarqua à peine l'existence de Vince. Kim Parks avait épousé un promoteur immobilier local nommé Travis Piper, et elle ne laissait personne l'oublier. Ils avaient 2 filles sur lesquelles Béatrice se pâmait tout en ignorant à peine Jacob. « Vince », dit Harold Parks en sortant de son bureau. C'était un homme plus doux que sa femme, usé par des décennies de mariage, content de te voir. « Fiston, Harold, arrête de le monopoliser », lança Béatrice. « Vince, sois un amour et apporte le reste des bagages. La chambre d'amis est prête. » La soirée se déroula comme chaque rassemblement familial des Parks. Béatrice tenait court, tout le monde jouait son rôle. Le dîner fut un exercice d'humiliation subtile. Béatrice loua la récente promotion de Chester, approuvée par son beau-père. Elle s'extasia sur le nouveau projet de développement de Travis. Elle posa des questions pointues sur le moment où Diana pourrait reprendre ses études maintenant que Jacob était plus grand et que Vince pouvait s'en occuper. Vince avait appris à ne pas s'engager. Il se concentrait sur Jacob, s'assurant que son fils mange, riant à ses histoires, étant présent comme son propre père l'avait été avant que le cancer ne l'emporte. Mais il remarquait des choses, la façon dont Diana riait au pic de sa mère, la façon dont elle ne corrigeait pas quand Béatrice suggérait que Jacob était trop timide ou trop sensible, la façon dont sa femme avait cessé d'être sa partenaire quelque part en chemin. Après le dîner, pendant que les adultes buvaient du vin au salon, Vince aida Jacob à se préparer pour le coucher dans la chambre d'amis. « Papa ?» demanda Jacob d'une petite voix incertaine. « Pourquoi grand-mère ne nous aime pas ?»
La question frappa Vince en pleine poitrine. « Qu'est-ce qui te fait dire ça ?» Mon grand, elle nous regarde différemment qu'Emma et Sophie, les filles de Kim, comme si on avait fait quelque chose de mal. Vince serra son fils contre lui. « Certaines personnes sont juste malheureuses. Jake, ça n'a rien à voir avec toi. Tu es parfait tel que tu es. Promise-moi. » Après que Jacob se fut endormi, Vince redescendit. La conversation s'arrêta quand il entra. « On parlait justement de demain, » dit Béatrice avec douceur. « Je pensais que ce serait amusant pour les enfants d'aller au festival de Noël en ville. Kim et Gabriella emmènent les filles. Jake adorerait ça, » dit Vince. « Oh, eh bien, on pensait peut-être juste les filles cette fois. » Le sourire de Béatrice était venimeux. « Tu sais comment Jacob peut être un peu trop pour les foules. Il a 5 ans, » répondit Vince calmement. « Il est exactement comme un enfant de 5 ans doit l'être. Bien sûr, chérie, on veut juste que tout le monde passe un bon moment. » Deanna ne dit rien. Elle resta assise là, verre de vin à la main, et ne dit absolument rien pendant que sa mère excluait leur fils d'un événement familial. Cette nuit-là, allongé dans le lit d'amis pendant que Deanna dormait ou faisait semblant à côté de lui, Vince prit une décision. Après ce Noël, il en avait fini de faire semblant. Il ramènerait Jacob à la maison, demanderait le divorce et se battrait pour la garde. Il donnerait à son fils une vie libre de ces gens qui les traitaient comme un inconvénient. Il n'avait aucune idée que d'ici le lendemain soir, ce plan deviendrait bien plus urgent et bien plus définitif. Le matin du réveillon de Noël se leva gris et froid. Vince se réveilla tôt, laissant Deanna dormir, et descendit avec Jacob pour le petit déjeuner. Béatrice était déjà dans la cuisine à préparer son élaboré dîner de réveillon. « Il y a des céréales dans le garde-manger ?» dit-elle sans lever les yeux. « Je suis trop occupée pour préparer le petit déjeuner. »« Pas de problème. » répondit Vince en trouvant une boîte de cornflakes. Il en versa un bol pour Jacob et s'assit avec lui à la table de la cuisine pendant que Béatrice s'affairait autour d'eux. Ses mouvements pointus et irrités. Le reste de la famille descendit peu à peu. Chester apparut en tenue de détente coûteuse, se servant immédiatement du bon café que Béatrice avait préparé. Kim arriva avec Travis et les filles, tous habillés comme dans une publicité de catalogue. « Donc, » annonça Béatrice pendant le déjeuner, « j'ai pris une décision pour cet après-midi. » Vince sentit ses épaules se crisper. Le festival de Noël est vraiment plus pour les enfants plus âgés. Emma et Sophie ont 9 et 7 ans. Elles peuvent l'apprécier. Jacob est trop jeune. Il ne ferait que ralentir tout le monde et se plaindre. « Il ne se plaindra pas, » dit Vince. « Je l'emmènerai moi-même si... » « N'importe quoi. Tu devrais rester ici et aider Harold à installer la salle à manger. D'ailleurs, j'ai une meilleure idée. » Les yeux de Béatrice brillaient d'une lueur que Vince ne pouvait pas tout à fait déchiffrer. « Il y a une super nouvelle aire de jeu à cette station-service sur la route 40. Très moderne, très sûre. On peut déposer Jacob là-bas pour 1 heure ou 2 pendant qu'on emmène les filles au festival. Il s'amusera plus là-bas de toute façon. » La pièce devint silencieuse. « Tu veux laisser mon fils de 5 ans à une station-service ?» dit Vince lentement. « Pendant que vous emmenez vos petites filles au festival, ce n'est pas n'importe quelle station-service. Vince, c'est l'un de ces nouveaux centres de voyage. Ils ont des aires de jeux surveillées maintenant, très courants. C'est à 320 km d'ici. C'est là qu'est la route 40. » Béatrice agita la main. 1 heure et demie, peut-être 2 heures, aller-retour. On le récupérera au retour. Il ne s'en rendra même pas compte. Absolument pas, Vince, dit Deanna doucement. Trop doucement. Maman a raison. Jake ne supporte pas bien les foules de toute façon. Il pourrait être plus heureux. Tu es folle. Vince regarda sa femme. Vraiment? Il la regarda. Tu veux laisser notre fils à une station-service dans une autre ville pendant que vous allez au festival? Ce n'est pas comme si on l'abandonnait, intervint Kim. Il y a du personnel là-bas? C'est parfaitement sûr. Alors, laissez vos filles là-bas, répliqua Vince. Ne sois pas ridicule, renifla Gabriella. Emma et Sophie sont assez grandes pour apprécier la culture. Vince se leva. On ne fait pas ça. Jake reste ici avec moi ou on va tous au festival ensemble ou personne n'y va. Tu ne fais pas les règles dans cette maison, dit Béatrice, sa voix tombant dans quelque chose de froid et dur. C'est moi, et j'ai décidé que Jacob sera plus heureux au centre de jeu. Fin de la discussion? Comme si c'était fini. Vince, Deanna lui attrapa le bras. On peut parler en privé, dans la chambre d'amis. Deanna ferma la porte et se tourna vers lui. Tu me fais honte. Je te fais honte? Ta mère vient de suggérer d'abandonner notre fils à une station-service. Elle ne l'abandonne pas. C'est un établissement surveillé. Et honnêtement, Vince, tu es dramatique. Maman essaie juste de s'assurer que tout le monde passe un bon moment. Jake peut être difficile en public. Vince fixa la femme qu'il avait épousée. Tu t'entends parler?
Je t'entends faire de toute une affaire personnelle comme d'habitude. C'est ma famille, Vince. Ma mère, ma maison. Tu pourrais essayer d'être reconnaissant qu'elle essaie même d'inclure Jake au lieu de te battre pour tout, y compris en le laissant à une station-service à 320 km pour 2 heures. Mon Dieu, Vince, tu agis comme si elle suggérait de le laisser au bord de la route. La réalisation le frappa comme un coup de poing. Deanna était sérieuse. Elle ne voyait vraiment rien de mal à ça. Je prends Jake et je pars, dit Vince calmement, tout de suite. Fais tes bagages si tu viens avec nous. Je ne vais nulle part. Et Jake non plus? Si tu pars seul? Le visage de Deanna était rouge. J'en ai marre que tu essaies de creuser un fossé entre moi et ma famille. Maman avait raison sur toi depuis le début. Et qu'est-ce qu'elle disait sur moi? Que j'essayais de t'isoler? Que je ne serais jamais assez bien? Que je te tire vers le bas au lieu de m'élever au tien? C'était là, la vérité qui avait toujours été là, cachée derrière des sourires faux et des dîners familiaux. Bien, dit Vince, je vais te faciliter les choses. Il sortit de la chambre, descendit les escaliers et trouva Jacob en train de jouer avec des voitures miniatures au salon. « Et mon grand, tu veux aller voir les lumières en ville? Juste toi et moi? »« Ouais. » Jacob sauta sur ses pieds. « On sera de retour dans 1 heure ?» dit Vince à la pièce en général. Le sourire de Béatrice était triomphant. Elle pensait avoir gagné. Ils le pensaient tous. Vince conduisit en ville avec Jacob, lui montrant les lumières de Noël, lui achetant un chocolat chaud, laissant son fils être heureux et inconscient. Pendant ce temps, son esprit bouillonnait. Il ne pouvait pas laisser Jacob ici, mais s'il prenait Jacob et partait sans la permission de Deanna, elle pourrait l'accuser d'enlèvement. Il devait être malin. Quand ils rentrèrent à la maison, la famille se préparait à partir pour le festival. Chester chargeait les fils de Kim dans son SUV. « Parfait timing », dit Béatrice. « On prend Jacob maintenant. Viens ici, mon chéri. » Jacob regarda son père. « Confus, où je vais? Juste pour une petite balade? »« Mon cher, » Béatrice roucoula vers un endroit spécial juste pour toi. « Je veux rester avec papa? Ne sois pas difficile, Jacob. » Les adultes ont décidé. Vince sentit son contrôle lui échapper. Il devait choisir maintenant, obéir et savoir où ils emmenaient de son fils, ou se battre et risquer de perdre Jake dans une bataille pour la garde qu'il pourrait ne pas gagner. « Je viens avec lui ?» dit Vince. « Pas besoin, » répondit Béatrice fermement. « Harold a besoin de ton aide ici. On le ramènera avant le dîner. » Avant que Vince puisse répondre, Deanna prit Jacob dans ses bras. « Allez, bébé, tu vas bien t'amuser ?» Ils chargèrent Jacob dans le SUV. Par la fenêtre, Vince vit le visage confus de son fils. Il articula « Je t'aime » et Jacob agita la main. Puis ils partirent. Les 4 heures suivantes furent une agonie. Vince essaya d'appeler le téléphone de Deanna à plusieurs reprises. Pas de réponse. Il essaya celui de Kim, celui de Chester. Rien. Harold inventa des excuses pour aider à la préparation du dîner. Mais Vince voyait que le vieil homme était mal à l'aise. « Ce n'est pas bien, » dit Vince enfin. « Harold, tu sais que ce n'est pas bien ?» Harold évita son regard. Béatrice sait ce qu'elle fait. Elle a élevé 3 enfants. Et regarde comment ils ont tourné. Ça attira l'attention de Harold. Pendant un moment, quelque chose comme du courage apparut dans l'expression du vieil homme. Puis l'influence de Béatrice l'emporta et il se détourna. À 19 heures, Vince n'en pouvait plus. Il monta dans sa voiture et conduisit vers la route 40. Il n'avait aucune idée de quelle station-service ils avaient choisi. Il y en avait des dizaines le long de cette route. Il appela Deanna encore et encore. Enfin, à 20 heures, elle répondit « Où est mon fils ?»« Jésus, Vince, arrête d'être si dramatique. »« Il va bien ? Où est-il ?» Une pause. Puis « Oh quoi ? Chester était censé le récupérer ? Attends. » Il entendit une conversation étouffée. Puis Deanna revint, sa voix incertaine. « Il y a peut-être eu un malentendu. Qu'est-ce que ça veut dire ? On pensait que Chester était allé le chercher, mais Chester pensait que maman le prenait et maman pensait à Kim. » Vince raccrocha. Il se gara et chercha des centres de voyage sur la route 40. Il y en avait 3 principaux. Il appela le premier « Aucun enfant correspondant à la description de Jacob ». Le deuxième, même réponse. Le troisième, « Oh oui », dit l'employé. Un petit garçon d'environ 5 ans, cheveux bruns. Il est là depuis un moment. Il commence à être vraiment upset. Votre femme l'a déposé et a dit que quelqu'un reviendrait dans 2 heures à des... C'était il y a 7 heures. Monsieur, la vision de Vince devint blanche. J'arrive. Ne le quittez pas des yeux. Je suis son père. J'arrive tout de suite. Le trajet dura 90 minutes sous la neige et la glace. Chaque minute fut une éternité. Chaque minute,
Vince imaginait ce que son fils de 5 ans ressentait, abandonné dans un endroit inconnu, attendant que sa famille revienne. Son téléphone sonna constamment. Diana, Béatrice, Chester, Kim. Il les ignora tous. Le centre de voyage apparut comme une oasis dans l'obscurité. Vince gara à peine avant de sprinter à l'intérieur. L'employé le vit arriver et pointa une petite aire de jeu derrière la zone de restauration. Jacob était assis sur un toboggan en plastique, le visage taché de larmes et marbré, son petit corps tremblant. Quand il vit Vince, il poussa un hurlement qui brisa quelque chose de fondamental dans la poitrine de Vince. « Papa !» Vince prit son fils dans ses bras, sentant le petit corps secoué de sanglots. « Je te tiens, tu es en sécurité maintenant ? Je pensais que tu m'avais oublié !» sanglota Jacob contre l'épaule de Vince. « Je pensais que tu ne voulais plus de moi. Jamais, jamais de la vie. Je viendrai toujours pour toi, toujours. » L'employé s'approcha avec prudence. « Monsieur, je dois vous dire, la dame qui l'a déposé, elle et les autres, elle riait en partant. Elle riait de combien de temps il vous faudrait pour le trouver. Disait que c'était une blague de Noël. » Quelque chose mourut en Vince à cet instant, quelque chose qui l'avait retenu à Millbrook, à son mariage, à l'idée de famille avec le clan Parks. Ça mourut complètement et fut remplacé par quelque chose de froid, clair et absolument certain. « Merci de l'avoir surveillé, » dit Vince. « Combien je vous dois ? Rien. Monsieur, je suis désolé. Ce qu'ils ont fait n'est pas bien. Pas bien du tout. » Vince porta Jacob jusqu'à la voiture, l'attacha sur son siège et conduisit, pas vers Millbrook, pas vers cette maison. Il conduisit vers leur maison, la petite maison à 4 heures de là où lui, Diana et Jacob avaient vécu. Où était son atelier? Où attendaient ses brevets, ses designs et son avenir? Son téléphone sonna 89 fois cette nuit-là. Il ne répondit pas une seule fois. Au matin, ils étaient à la maison. L'après-midi, Vince avait changé les serrures. Le soir, il avait retiré la moitié de leurs économies et ouvert un nouveau compte. À la fin de la semaine, il avait engagé un avocat spécialisé en divorce et demandé la garde exclusive. Diana apparut sur le pas de sa porte 3 jours après Noël, furieuse et auto-justifiée. « Tu ne peux pas juste prendre mon fils et disparaître ? Je l'ai trouvé après 9 heures. » Diana, 9 heures où notre fils de 5 ans pensait que sa famille l'avait abandonné comme une blague. Ce n'était pas « Maman ne voulait pas. Ta mère a laissé notre fils à une station-service à 320 km et l'a oublié pendant 9 heures. Tu l'as aidé à le faire. Vous avez ri de ça ? Je n'ai pas ri. » C'était Kim et Chester. « Tu ne les as pas arrêtés. Tu ne l'as pas protégé. Tu n'as même pas répondu à ton téléphone quand j'essayais de trouver notre fils. » Le visage de Diana se décomposa. « Vince, s'il te plaît, j'ai fait une erreur. On peut arranger ça. » Non, le mot était définitif. On ne peut pas. Tu as choisi ta mère plutôt que notre fils. Ce n'est pas quelque chose que je peux pardonner ou oublier. Tu ne peux pas me l'enlever. Je ne le fais pas. Tu es la bienvenue pour des visites supervisées une fois le divorce finalisé. Mais toi et ta famille ne lui ferez plus jamais de mal. Le divorce dura 8 mois. Diana se battit pour la garde, mais ne put expliquer à un juge pourquoi elle avait laissé son fils à une station-service ou pourquoi elle avait échoué à le récupérer pendant 9 heures. La famille Parks engagea des avocats coûteux, mais les faits étaient de les faits. L'avocat de Vince présenta des relevés téléphoniques, le témoignage de l'employé de la station-service et un rapport de psychologue pour enfants détaillant le traumatisme de Jacob causé par l'incident. Vince obtint la garde exclusive. Diana eut des visites supervisées 2 fois par mois, qu'elle respecta la première année avant qu'elles deviennent sporadiques. Éventuellement, elles cessèrent complètement. Vince vendit la maison et déménagea. Il prit un emploi dans une autre entreprise, une qui valorisait ses compétences en ingénierie et ses brevets. Il changea de numéro. Il reconstruisit sa vie autour d'une vérité centrale, protéger Jacob pour qu'il ne se sente plus jamais abandonné. Les années passèrent. Vince se dévoua à être le père qu'il avait eu pendant ces quelques précieuses années avant la mort de son propre père. Il entraîna l'équipe de soccer de Jacob, il aida au projet scientifique, il apprit à son fils à changer l'huile, à câbler des circuits et à voir la beauté dans le fonctionnement des choses. Il lui apprit que la famille n'était pas une question de sang. C'était une question de qui se présentait, qui restait, qui t'aimait même quand c'était dur. Jacob s'épanouit. Il grandit d'un enfant timide de 5 ans en un jeune homme confiant qui posait des questions, construisait des choses et regardait le monde avec des yeux curieux et intelligents. Il demandait rarement des nouvelles de sa mère. Quand il le faisait, Vince lui disait la vérité de manière adaptée à son âge. Parfois, les gens font des choix et ces choix ont des conséquences. Et c'est ok d'aimer quelqu'un tout en se protégeant de ses choix.
Pendant ce temps, la carrière de Vince explosa. Sa conception de valve révolutionna les applications industrielles. Il conçut 3 autres systèmes, chacun plus innovant que le précédent. Il fonda sa propre firme de conseil quand Jacob eut 12 ans. Quand Jacob en eut 16, l'entreprise de Vince employait 40 personnes et détenait des brevets valant des millions. Il sortait occasionnellement, mais jamais sérieusement. Son focus était Jacob, son travail, et construire une vie qui prouvait que Beatrice Parks avait tort sur tout ce qu'elle avait dit sur lui. Il ne contacta jamais la famille Parks. Pas une fois en 13 ans, il se demandait occasionnellement si Deanna avait refait sa vie, si Béatrice régnait toujours sur Millbrook comme une petite tyranne, si Chester et Kim gravitaient toujours autour de l'approbation de leur mère, mais il ne se demandait jamais assez pour les contacter. Ça changea un mardi de novembre. 3 semaines avant le 18e anniversaire de Jacob, Vince était dans son bureau quand son assistante frappa « Monsieur Raymond, il y a quelqu'un de CNN au téléphone. Ils veulent vous interviewer sur le système de sauvetage arctique. » Vince avait conçu un nouveau système de chauffage d'urgence utilisant un minimum d'énergie, parfait pour les endroits isolés. Quand une station de recherche en Alaska avait perdu l'électricité pendant un blizzard historique le mois précédent, son système avait gardé 14 scientifiques en vie pendant 4 jours jusqu'à l'arrivée des secours. L'histoire avait fait les nouvelles nationales, mais Vince avait évité les interviews. Il n'aimait pas la publicité. « Dites leur nom. »« Merci, j'ai essayé. » Elle est persistante. Elle dit que c'est une grande histoire humaine. Comment votre design a sauvé des vies? Ils veulent vous mettre en vedette dans leur segment innovation. Vince soupira. Bien, programmez-le pour la semaine prochaine. L'interview eut lieu un jeudi. Ils la filmèrent au siège de son entreprise, montrant son atelier, ses designs, interviewant ses employés. La journaliste était minutieuse et fascinée par le parcours de Vince. Père célibataire, ingénieur autodidacte, innovateur, elle demanda ce qui l'inspirait. « Mon fils », répondit simplement Vince. « Tout ce que je fais est pour construire un monde meilleur pour lui. » Et sa mère? Pas dans le tableau? Le segment passa le dimanche soir. Le lundi matin, le téléphone de Vince avait 89 appels manqués. Il reconnut certains numéros d'il y a 13 ans, malgré ne les avoir jamais enregistrés. Deanna, Béatrice, Chester, Kim, Harold, des numéros qu'il avait bloqués. Des numéros qui avaient apparemment obtenu ces nouvelles informations d'une façon ou d'une autre. Il y avait des messages vocaux. Il écouta le premier. « Vince, c'est Deanna. » Sa voix était plus âgée, mais la même. « Je t'ai vu aux infos. Je n'arrive pas à croire que tu aies l'air si réussi. » Et Jacob, ils ont montré sa photo. Il est si grand maintenant, si beau. J'aimerais qu'on se reconnecte à « Rappelle-moi, s'il te plaît, s'il te plaît. » Le deuxième était Béatrice. « Vince, c'est Béatrice Parks. J'ai vu ton interview sur CNN. Très impressionnant. Je pense qu'il est temps de mettre le passé derrière nous. Non, Jacob mérite de connaître sa famille. Sa vraie famille. J'attends un appel dans la semaine. Chester. Et mec, c'est Chester. Je t'ai vu à la télé. Écoute, l'eau a coulé sous les ponts. Hein? Je suis dans le développement d'affaires maintenant. Peut-être qu'on pourrait s'associer sur quelque chose. Appelle-moi Kim. Vince. C'est Kim. Je veux juste que tu saches que ce qui s'est passé ce Noël-là a été exagéré. On a tous fait des erreurs. Mais on est une famille. Jacob a besoin de connaître ses cousins. On devrait parler, et ainsi de suite. 89 appels. Pas un ne reconnaissait ce qu'ils avaient fait. Pas un ne s'excusait. Chacun voulait quelque chose. L'accès à Jacob, l'accès au succès de Vince. L'absolution pour leur cruauté. Vince les effaça tous, mais ils ne s'arrêtèrent pas. La semaine suivante, les appels continuèrent, messages sur les réseaux sociaux, email via le site de son entreprise. Ils trouvèrent l'adresse de son bureau et envoyèrent des lettres. Béatrice envoya même un panier de fruits avec un mot. La famille est éternelle. Mettons nos différences de côté. Jacob remarqua. Bien sûr qu'il remarqua. Il avait 17 ans, intelligent comme tout, et il avait grandi en connaissant les grandes lignes de pourquoi la famille de sa mère n'était pas dans leur vie. « Papa ?» demanda Jacob un soir, le trouvant dans son bureau à la maison, entouré de lettres non ouvertes avec des timbres de Millbrook. « Tout va bien. La famille de ta mère a vu l'interview sur CNN, dit Vince. Ils veulent se reconnecter. » Jacob resta silencieux un long moment. « Tu veux ?»« Non ?»« Bien. » Jacob s'assit en face de son père. « Parce que moi non plus, tu m'as assez raconté sur eux au fil des ans. Et je me souviens de cette station-service. Papa, je me souviens d'avoir pleuré et d'avoir eu peur et de penser que personne ne reviendrait pour moi.
Je me souviens que tu es arrivé et que tu m'as tenu et promis que tu viendrais toujours pour moi. C'est la seule famille dont j'ai besoin. » Vince sentit sa gorge se serrer. « Tu es sûr ? Certains enfants voudraient connaître leur famille élargie. Je connais ma famille. C'est toi ? C'est oncle Marco. » Marco était le partenaire d'affaires de Vince. C'est coach Stevens. C'est les gens qui se sont vraiment présentés pour ma vie. Le sang ne fait pas quelqu'un famille. Se présenter le fait. Tu m'as appris ça ? La fierté et l'amour envahirent Vince. Ce jeune homme, cet humain incroyable qu'il avait élevé, c'était la preuve que quitter Millbrook avait été le bon choix. Mais la famille Parks n'abandonnait pas. 2 semaines plus tard, Deanna se présenta à l'école de Jacob. Le directeur appela Vince immédiatement. Monsieur Raymond, une femme prétendant être la mère de Jacob, a essayé de le faire sortir de l'école. Nous avons suivi le protocole et ne l'avons pas relâché. Mais elle fait une scène sur le parking. Vince fut là en 10 minutes. Deanna se tenait près d'un SUV Mercedes, plus vieux que dans ses souvenirs, mais toujours bien entretenu. Elle ressemblait maintenant à sa mère, cette même élégance tranchante, cette même posture entitled. « Vince !» Elle se précipita vers lui. « Enfin, il ne me laisse pas voir mon propre fils. »« Parce que tu n'es pas sur la liste approuvée, » dit Vince froidement. « Tu ne l'es plus depuis 13 ans. C'est ridicule. Je suis sa mère. Tu étais sa mère jusqu'à ce que tu l'abandonnes à une station-service et que tu en ris. Je n'ai pas ri. Mon Dieu, Vince, vas-tu un jour lâcher ça ? C'était il y a 13 ans. Laisse tomber. » La voix de Vince était dangereusement basse. « Deanna, tu as laissé notre fils de 5 ans seul et terrifié pendant 9 heures. Comme une blague. Tu es resté les bras croisés pendant que ta famille le traitait comme de la garbage. Tu les as choisis plutôt que lui à chaque fois ? Tu ne peux pas lâcher ça ? J'ai fait des erreurs. J'étais jeune. Mais j'ai changé, Vince. J'ai grandi. Je veux une chance de connaître mon fils. Alors, tu aurais dû te battre pour lui il y a 13 ans. Tu aurais dû le choisir ce réveillon de Noël. Tu aurais dû répondre à ton téléphone quand j'essayais de le trouver. Tu aurais dû le protéger de ta famille toxique au lieu de les rejoindre. » Des larmes coulaient sur le visage de Deanna, réelles ou calculées. Vince s'en fichait. « S'il te plaît, laisse-moi le voir juste une fois. Je l'ai vu à la télé et j'ai besoin qu'il sache que je l'aime. Tu ne l'aimes pas. Tu aimes l'idée de lui. Tu aimes l'idée d'être la mère de quelqu'un de réussi. Mais l'amour se présente. L'amour protège. L'amour met l'enfant en premier. Tu n'as fait aucune de ces choses. Laisse-moi lui parler. Laisse Jacob décider. Jacob a 17 ans. Il est brillant et gentil. Et tout ce que toi et ta famille avez essayé de détruire, et il a déjà décidé, il ne veut pas te voir. » Le visage de Deanna se durcit. « Tu l'as monté contre moi ? Non. Tu l'as fait toi-même. Maintenant, sors de cette propriété avant que j'appelle la police pour harcèlement. » Elle partit, mais ce n'était pas fini. 2 jours plus tard, Béatrice Parks, en personne, apparut au bureau de Vince. Son assistante l'appela. « Monsieur Raymond, il y a une Béatrice Parks qui veut vous voir. Elle n'a pas de rendez-vous, mais elle insiste. Faites-la entrer. » Vince se dit qu'il était temps d'en finir. Béatrice entra comme si l'endroit lui appartenait. Son attitude impérieuse, inchangée par l'âge, elle avait maintenant 70 ans, les cheveux argentés, le visage ridé, mais ses yeux gardaient cette froideur calculatrice. « Vince. » Elle s'installa dans un fauteuil sans y être invitée. « Tu t'es bien débrouillé ? J'admets que je suis impressionné. Qu'est-ce que tu veux ? » « Béatrice, je veux que tu arrêtes d'être mesquin et que tu permettes à ma fille de voir son fils. Jacob va avoir 18 ans. Il mérite de connaître sa famille avant d'être légalement adulte. Il connaît sa famille. Je suis sa famille. Tu es son père. Mais la famille est plus grande que ça. Il a des grands-parents, des tantes, des oncles, des cousins. Tu nous as volé 13 ans. Vince, tu ne penses pas que c'est assez comme punition ? Punition. » Vince rit sans humour. « Tu penses que j'ai quitté Millbrook pour vous punir ? J'ai quitté pour protéger mon fils de vous. »« Oh, s'il te plaît, c'était une erreur. » Ce n'était pas une erreur. Vince se pencha en avant. « Les erreurs sont des accidents. Ce que vous avez fait était délibéré. Tu voulais me remettre à ma place ? Tu voulais me montrer que tu contrôles ma famille ? Tu voulais humilier un enfant de 5 ans pour gagner un jeu de pouvoir avec son père ? Ce n'est pas une erreur, Béatrice. C'est de la cruauté. Je n'ai jamais voulu qu'il reste là-bas si longtemps. Il y a eu un malentendu. Tu l'as laissé là-bas exprès ? Le malentendu était sur qui devait s'occuper de le récupérer parce qu'aucun de vous ne voulait vraiment le faire. L'employé de la station-service m'a dit que toi et tes filles riiez en partant. Vous riiez de combien de temps il me faudrait pour trouver où vous aviez largué mon fils. Pour la première fois, Béatrice parut mal à l'aise. C'était sorti de son contexte. Vraiment ? Parce que Jacob s'en souvient aussi.
Il se souvient d'avoir pleuré seul dans un endroit inconnu, pensant que sa famille l'avait abandonné. Il se souvient que sa grand-mère le regardait comme s'il était un inconvénient. Il se souvient de chaque fois où tu l'as fait se sentir petit et indésirable. Et puis il se souvient que je suis arrivé comme je l'avais promis. C'est ce qu'il sait de la famille Béatrice. Le reste d'entre vous lui avez appris ce que la famille n'est pas. Tu es dramatique? Je suis un père comme tu aurais dû être une mère et une grand-mère. Mais tu étais trop occupé à jouer la reine de Millbrook pour te soucier des sentiments d'un petit garçon. Béatrice se leva, sa façade se fissurant. Tu penses être meilleur que nous? Tu penses que ton petit diplôme d'ingénieur et tes brevets te rendent supérieur? Je pense qu'être un être humain décent me rend supérieur. Et oui, Béatrice, par cette mesure, je suis meilleur que toi. Jacob découvrira ce que tu as fait. Éventuellement, il réalisera que tu l'as tenu éloigné de sa famille par dépit. Et quand il le fera, il te haïra pour ça. Jacob sait exactement ce qui s'est passé. Je ne lui ai jamais menti, et c'est lui qui ne veut pas vous voir. Il a fait ce choix lui-même parce que tu sais quoi? Je l'ai élevé à penser par lui-même, à valoriser les gens qui le valorisent, et à s'éloigner de la toxicité même quand elle est emballée dans la famille. Tout ce que tu m'as appris à ne pas être, je lui ai appris à l'éviter. Espèce de salaud, sors de mon bureau et dis à ta famille que c'est le dernier contact. Si l'un de vous approche Jacob à nouveau, si vous vous présentez à son école, ou le contactez de quelque manière que ce soit, je porterai plainte pour harcèlement. J'ai l'argent pour des avocats maintenant, Béatrice. De vraiment bons avocats, et je vous enterrerai sous les frais légaux jusqu'à ce que vous compreniez ce que ça veut dire de faire face aux conséquences de vos actions. Le visage de Béatrice était violet de rage, mais elle partit. Vince pensa que ce serait la fin. Ce ne l'était pas. Une semaine plus tard, Chester se présenta à l'entreprise de Vince. Il contourna l'assistante et entra directement dans une réunion de design. « Vince, mon pote, on doit parler. » Vince s'excusa et mena Chester dans une salle de conférence privée. « Tu as 60 secondes? Écoute, je sais que maman t'a attaqué fort. C'est sa façon, mais je suis ici en tant que beau-frère. D'homme à homme, tu as réussi, Vince. Tu es un succès? Tu ne penses pas qu'il est temps de rendre l'appareil, d'aider la famille qui t'a donné ton départ? La famille qui m'a donné mon départ, répéta Vince lentement. Eh bien, et ouais, Deanna t'a soutenu pendant tes études de... Le nom Parks t'a ouvert des portes à Millbrook. On a investi en toi d'une certaine façon, et maintenant que tu as réussi, n'est-il pas temps de te souvenir d'où tu viens? Vince fixa Chester. Deanna ne l'avait jamais soutenu pendant ses études. Il avait travaillé à temps plein tout en prenant des cours. Le nom Parks n'avait ouvert aucune porte pour lui. Au contraire, la réputation de Béatrice avait rendu les entrepreneurs et les entreprises méfiants envers lui et investis en lui. Ils avaient moqué sa carrière, ses ambitions, ses origines à chaque occasion. Chester, tu étais là ce Noël-là? Tu as aidé à planifier de laisser Jacob à cette station-service? Chester se tortilla mal à l'aise. C'était l'idée de maman? J'ai juste suivi. Exactement. Tu as suivi pour abandonner un enfant de 5 ans et marquer des points avec ta mère. Et maintenant, tu veux que je te donne de l'argent? Pas donner, investir? J'ai une opportunité d'affaires, ce qui pourrait utiliser quelqu'un avec ton capital et tes connexions. Source, Vince. Allez, je dis, Source, tu as 10 secondes avant que j'appelle la sécurité pour te faire sortir. Chester partit, mais pas avant de dire, tu vas le regretter. Quand Jacob découvrira que tu refuses d'aider sa famille, Jacob sait, il sait tout, et c'est lui qui m'a dit que les gens qui se présentent sont la famille. Tu ne t'es jamais présenté pour lui? Chester, pas une fois. Donc tu n'es pas sa famille? Tu es juste un homme qui a aidé à traumatiser un enfant et qui veut maintenant de l'argent. Le harcèlement continua pendant 2 semaines supplémentaires. Kim se présenta à la salle de sport de Vincy. Harold envoya des lettres affirmant qu'il n'avait rien su de l'incident de la station-service et qu'il avait essayé de l'arrêter. Un mensonge. Vince se souvenait du silence mal à l'aise de Harold. Les réseaux sociaux de Deanna étaient pleins de posts vagues sur les pères qui aliènent les enfants de leur mère et l'importance du pardon. Enfin, Vince en eut assez. Il appela son avocat. Je veux des ordres de cessation et d'abstention envoyés à chaque membre de la famille Parks. Béatrice Parks, Harold Parks, Deanna Raymond, Chester Parks, Gabriella Parks, Kim Piper, Travis Piper, tous. S'ils me contactent ou Jacob à nouveau, on poursuit pour harcèlement. Les lettres partirent, le harcèlement cessa, mais Vince n'était pas satisfait. 13 ans de paix. Et il l'avait brisé au moment où il pensait pouvoir en tirer quelque chose. 13 ans à construire une vie pour Jacob, et il voulait débarquer et en revendiquer le crédit. Papa,
Jacob le trouva dans son atelier ce week-end-là. « Ça va? Tu as l'air stressé? Juste fatigué. »« Mon grand, c'est eux? Hein? La famille de maman. » Vince hocha la tête. Jacob s'assit sur un tabouret en regardant son père travailler sur un nouveau design. Qu'est-ce qu'il voulait? De l'argent? Surtout, l'accès à toi, une part de ce qu'on a construit. Qu'est-ce que tu leur as dit? De nous laisser tranquilles? Bien? Jacob resta silencieux un moment. Tu sais ce qui est drôle? Avant, je me demandais si tu me tenais éloigné d'eux parce que tu étais en colère contre maman. Mais ensuite j'ai grandi et tu m'as raconté toute l'histoire et j'ai réalisé que tu ne me tenais pas éloigné d'eux. Tu les tenais éloignés de moi? Il y a une différence? Vince regarda son fils, presque un homme maintenant. Réfléchi et fort, c'est exactement ça. Alors pourquoi ils te dérangent encore? Parce qu'ils ne comprennent pas les gens comme nous. Ils pensent que tout a un prix, que tout le monde peut être acheté ou manipulé ou culpabilisé pour leur donner ce qu'ils veulent. Ils ont tort, ils ont tort. Jacob se leva. J'ai une idée, écoute-moi. Ce que proposa Jacob était audacieux, vindicatif et absolument parfait. 2 semaines plus tard, pour le 18e anniversaire de Jacob, Vince organisa une immense célébration dans un lieu loué. Il invita des collègues, des amis, les professeurs et coachs de Jacob, des partenaires d'affaires et des contacts médias. C'était une célébration des accomplissements de Jacob, son admission au MIT avec une bourse complète, son propre dépôt de brevet pour une amélioration d'un des systèmes de Vince, sa croissance en un jeune homme exceptionnel. La liste d'invités comptait 300 personnes, toutes les personnes importantes dans leur vie, et Vince s'assura que la famille Parks en soit informée. Il envoya des invitations à chacun d'eux, avec un mot. Jacob souhaite s'adresser à sa famille élargie pour son 18e anniversaire. Veuillez assister. Ils vinrent, tous, Béatrice, Harold, Diana, Chester, Gabriella, Kim, Travis. Ils arrivèrent surhabillés et entitled, s'attendant à une réconciliation ou peut-être à un accès à la richesse et aux connexions de Vinci. La fête était élégante. Il y avait de la nourriture traiteur, de la musique live, des discours des professeurs de Jacob louant son intelligence et son caractère. Jacob lui-même fit un discours remerciant son père d'avoir été le seul parent dont j'ai jamais eu besoin, la seule famille qui comptait, et l'homme qui m'a appris que l'amour est un verbe, pas un nom. Puis vint le moment que la famille Parks attendait. « Je sais que la famille de ma mère est ici ce soir », dit Jacob au microphone. La pièce devint silencieuse, et il y a quelque chose que je veux leur dire publiquement, parce qu'ils méritent de l'entendre devant les gens qui comptent vraiment pour moi. Béatrice sourit, s'attendant clairement à de la gratitude ou du pardon. « Il y a 13 ans, le soir de Noël, vous m'avez laissé à une station-service à 320 km de la maison. J'avais 5 ans. Vous l'avez fait comme une blague ? Comme un coup de force contre mon père, comme une façon de lui montrer que vous contrôlez ma famille. Vous m'avez laissé là-bas pendant 9 heures. Quand mon père a appelé frénétiquement pour me trouver, vous n'avez pas répondu. Vous étiez trop occupés à en rire entre vous. » La pièce était maintenant morte de silence. Vince vit des contacts médias sortir leur téléphone, enregistrer. « Je me souviens de ce jour, » continua Jacob, sa voix stable et claire. « Je me souviens d'avoir eu peur. Je me souviens d'avoir pensé que j'avais fait quelque chose de mal. Je me souviens d'avoir pensé que ma famille ne voulait plus de moi. Et puis mon papa est arrivé. Il a conduit 90 minutes sous un blizzard et il m'a pris dans ses bras et il m'a promis qu'il viendrait toujours pour moi. Et vous savez quoi? Il a tenu cette promesse. Chaque jour pendant 13 ans, il a tenu cette promesse. Diana avait commencé à pleurer. Le visage de Béatrice était de pierre. « Toi » Jacob regarda directement sa mère. « Tu as eu une chance d'être mon parent. Tu as choisi ta mère plutôt que ton fils. Tu as choisi la cruauté plutôt que la gentillesse. Tu ne t'es pas battu pour moi dans le divorce. Tu as arrêté les visites. Tu as disparu de ma vie. Et puis tu as vu mon père à la télé. Et soudain tu voulais revenir. » Il se tourna vers Béatrice. « Tu m'as appris la leçon la plus importante de ma vie. Grand-mère, tu m'as appris que le sang ne fait pas la famille. Que certaines personnes sont toxiques, peu importe leur lien avec toi. Que s'éloigner de la cruauté n'est pas une faiblesse. C'est une force. » Chester essaya de se lever. « Jacob, ce n'est pas juste. Assieds-toi, Oncle Chester. Tu n'as pas le droit de parler. Tu as aidé à le planifier. Tu en as ri. Vous l'avez tous fait. Et maintenant, vous voulez le pardon? Vous voulez l'accès à ma vie maintenant que mon père a réussi? Vous voulez revendiquer le crédit pour l'homme que je suis devenu. » La voix de Jacob se durcit. « Vous n'avez rien. Vous ne méritez rien. Je vous ai invités ici ce soir pour vous le dire devant tous ceux qui me sont chers. Vous n'êtes pas ma famille. Vous êtes des étrangers.
qui ont blessé un enfant et n'ont facing aucune vraie conséquence. Jusqu'à maintenant, il sortit un dossier, c'est un document légal, c'est une déclaration officielle que moi, Jacob Raymond, ayant atteint mon 18e anniversaire, romps formellement et définitivement tous les liens avec la famille Parks. Aucun contact, aucune revendication, aucune relation, et si l'un de vous m'approche, ou mon père à nouveau, nous poursuivrons pour harcèlement. Nous avons les ressources pour ça maintenant. Testez-nous. La pièce explosa, les contacts médias tapaient furieusement, les invités murmuraient. La famille Parks avait l'air sous le choc. Cette fête, conclut Jacob, est une célébration de tout ce qui est bon dans ma vie, et aucun de vous n'en fait partie. La sécurité va vous escorter dehors maintenant. Au revoir. La sécurité, engagée spécifiquement pour ça, intervient. La famille Parks fut escortée dehors au milieu des flashs et des enregistrements, leur humiliation complète et publique. Alors qu'ils partaient, les amis et professeurs de Jacob se rallièrent autour de lui, fiers de son courage. Vince resta en arrière, regardant son fils se comporter avec grâce et force. Plus tard, après le départ des invités, et qu'il ne restait que deux à ranger, Jacob se tourna vers son père. « C'était trop dur. »« Non, » dit Vince. « C'était parfait. C'était exactement ce qu'ils méritaient. J'ai pensé à leur pardonner, vraiment, mais ensuite j'ai réalisé que le pardon ne signifie pas laisser les gens toxiques revenir dans ta vie. Ça signifie ne pas laisser leur toxicité te contrôler. Et je ne suis pas contrôlé par eux. Je ne l'ai jamais été parce que je t'avais toi. » Vince serra son fils dans ses bras. « Je suis si fier de toi. J'ai appris du meilleur. » Le lendemain, l'histoire devint virale. Adolescent désavoue publiquement sa famille qu'il a abandonné enfant. Fit les gros titres. La vidéo complète du discours de Jacob circula sur les réseaux sociaux. Les commentaires affluèrent, soutenant massivement Jacob et condamnant la famille Parks. Les résidents de Millbrook, qui avaient vu Beatrice Parks dominer leur ville pendant des décennies, la virent soudain sous un nouveau jour. L'incident de la station-service fut enquêté par des reporters locaux. L'employé qui avait surveillé Jacob cette nuit-là donna une interview confirmant que Béatrice et ses filles riaient en laissant un enfant en pleurs seul. Les retombées sociales furent immédiates. Béatrice Parks, qui avait régné sur la société de Millbrook, devint une paria. Ses amis s'éloignèrent. Ses clubs lui demandèrent de démissionner. Le journal local publia un éditorial sur l'abandon d'enfants et la cruauté des blagues qui traumatisent les enfants. Chester perdit son poste à la banque quand son beau-père vit la vidéo et réalisa quel genre d'homme sa fille avait épousé. L'entreprise immobilière de Kim souffrit car les clients ne voulaient pas travailler avec quelqu'un qui avait participé à un abandon d'enfants. Deanna dut supprimer ses réseaux sociaux après que le harcèlement devint trop intense. Harold Parks demanda le divorce. Trouvant enfin le courage qui lui avait manqué pendant 45 ans, dans sa demande, il cita un préjudice irréparable causé par les actions de son épouse envers leur petit-fils et demanda que la moitié de leurs biens aille dans un trust pour Jacob, argent que Jacob donna promptement à des associations pour enfants. L'empire de la famille Parks s'effondra. Tout ce que Béatrice avait construit pendant des décennies s'écroula en quelques semaines. L'héritage de l'usine de meubles, la position sociale, le contrôle sur Millbrook, tout partit. 3 mois plus tard, Vince reçut une dernière lettre de Béatrice Parks. Elle était courte. « Tu as gagné. J'espère que tu es heureux. » Vince la jeta sans répondre. Ça n'avait jamais été une question de gagner. C'était une question de protéger son fils, de construire une vie et de prouver que la meilleure revanche n'était pas de se venger. C'était de bien vivre et de laisser les gens toxiques facing les conséquences naturelles de leurs actions. Jacob sortit du lycée comme major de promotion. Son discours mentionna son père 7 fois, et sa famille absente pas du tout. Il alla au MIT cet automne-là, confiant et entier, ne portant aucun du traumatisme qui aurait pu le détruire. Vince continua son travail. Son succès continua d'être le père qu'il avait promis d'être cette nuit à la station-service. Et la famille Parks, ils s'effacèrent dans l'obscurité qu'ils méritaient, leur cruauté enfin remboursée, non par la vengeance de Vince, mais par le simple fait que le monde les voit exactement pour ce qu'ils étaient. Des années plus tard, quand Jacob eut ses propres enfants, il leur parla de leur grand-père, l'homme qui avait conduit sous un blizzard pour le sauver, qu'il avait choisi plutôt que tout le reste, qui lui avait appris que l'amour signifie se présenter. Il ne mentionna jamais la famille Parks. Ils étaient devenus ce qu'ils auraient toujours dû être, rien. Et c'était la plus grande revanche de toutes. C'est ici que notre histoire se termine. Partagez vos pensées dans la section des commentaires. Merci pour votre temps. Si vous avez aimé cette histoire, abonnez-vous à cette chaîne, cliquez sur la vidéo que vous voyez à l'écran et je vous verrai